Au XXe siècle, en l'an 1932, dans la ville brillante et animée d'Atlantic City, un garçon nommé Dave Thomas vit le jour. Sa naissance fut marquée par une histoire compliquée et difficile, car sa mère, une jeune femme inexpérimentée, se retrouva dans une situation où elle était encore trop jeune et mal préparée à devenir mère. Elle était seule, sans mari, et nourrissait peu d'espoir de pouvoir offrir à son enfant une vie digne. À peine 6 semaines après sa naissance, à la lumière de son destin, elle prit la décision, le confier à une famille d'accueil pour lui assurer un avenir meilleur, cherchant l'occasion adéquate, puis ne se retourna plus jamais. Par la suite, l'enfant fut confié à ses parents adoptifs, Rex et Alva Thomas, qui gardent encore aujourd'hui le secret de son passé. Malgré l'affection et l'amour qu'il reçut, il n'eut jamais pleinement la chance de réaliser comment il grandit au sein d'une famille véritable, vivante, car son adoption resta secrète et ses proches ignorèrent ses origines. À seulement 5 ans, le destin fit à nouveau des détours, lorsque Alva Thomas mourut de fièvre rhumatismale. Cette perte fut une épreuve terrible pour le garçon, car il lui restait son père adoptif, Rex, un homme au caractère fort mais peu enclin à montrer ses sentiments et à prêter attention aux enfants. Il travaillait de longues heures pour joindre les deux bouts, n'ayant ni le temps ni l'envie d'être un véritable père pour son fils. Leur déménagement fréquent d'état en état rendait leur vie encore plus difficile, et leur logement précaire constituait un vrai défi quotidien. Ils vivaient dans des immeubles insalubres ou des caravanes exiguës, sans confort ni stabilité, se contentant du strict nécessaire. Rapidement, le père se remaria. La nouvelle épouse de Rex s'avéra dure et autoritaire, se querellant constamment avec le garçon, ce qui remplit son enfance d'un sentiment de solitude et de peur. Il se sentit abandonné, privé de soutien et de compréhension. Chaque matin commençait par cette sensation d'être un étranger dans sa propre famille. Cela fit de lui un garçon silencieux, réservé et timide, qui devint chaque année plus réservé et impassible. Vers l'âge de 9 ans, la famille se disloqua. Le mariage des parents s'effondra définitivement et il dut à nouveau déménager, économisant sur tout, y compris sur ses chambres. Le nouveau logement était encore pire que le précédent, à peine plus grand qu'une armoire, sans cuisine complète, ce qui signifiait que lui et son père devaient souvent aller manger dehors. Ces sorties pour se nourrir devinrent rapidement une partie essentielle de la vie du petit Dave. C'était le seul moment où il pouvait être avec son père, commander son plat préféré, un hamburger. Dans les établissements confortables où ils entraient, le garçon observait souvent les familles savourant leur repas, essuyant le visage de leurs enfants, riant et créant une atmosphère chaleureuse. À cet instant précis, en regardant ces scènes, il eut une idée lumineuse. Les restaurants n'étaient pas simplement des endroits pour un repas rapide et savoureux. C'étaient des lieux où les gens se sentaient en sécurité, pouvaient passer du temps avec leurs proches et leurs amis, partager des moments de joie. Pour un garçon de son âge, cette pensée devint quelque chose de très important. Tout ce qu'il voulait, c'était avoir son propre espace, aussi chaleureux et accueillant, où les gens pourraient ressentir du confort et de la joie, comme lui dans ses rêves. Et voilà qu'à seulement 8 ans, déjà garçon, il prit une décision très importante. Il savait au fond de lui qu'un jour, il pourrait ouvrir sa propre établissement, un restaurant où tous les visiteurs pourraient ressentir cette même atmosphère de confort et de chaleur qu'il avait si envie d'avoir lui-même. Il rêvait d'un lieu où les gens viendraient pour se détendre, savourer une bonne nourriture et éprouver la sensation de la maison. À ce moment-là, il ne soupçonnait pas que cette détermination et cette passion le mèneraient à la création de l'une des plus grandes et célèbres chaînes de restaurants dans le monde. Une chaîne qui, après des années, deviendrait un foyer pour des millions de visiteurs à travers le globe. Ainsi commença l'incroyable histoire du garçon nommé Dave Thomas, qui, dans des conditions modestes, avec presque rien dans sa poche, seulement $40 et un rêve énorme, devint le fondateur d'un empire de la restauration rapide valant des milliards, surpassant en envergure et popularité des géants comme McDonald's et Burger King, qui s'étendaient déjà partout dans le monde. Son parcours fut rempli de difficultés, de doutes et d'épreuves, ce qui rendait son histoire unique et instructive. Mais c'est la persévérance, la foi en ses rêves et le désir de créer un endroit où chacun pourrait ressentir chaleur et confort
qui furent la source de son succès et de sa reconnaissance incroyable. C'est ainsi qu'est né un homme qui, dès son plus jeune âge, rêvant de posséder son propre restaurant, inspira des millions avec son histoire. Une histoire montrant qu'avec confiance en soi et détermination, il est possible d'accomplir l'impossible et de bâtir un empire qui durera des décennies, apportant joie et bonté au cœur des gens. Puisque la maison n'a jamais été un lieu agréable et confortable pour Dave, dès son jeune âge, il sentit un besoin intérieur de chercher un emploi, ne serait-ce que pour changer un peu sa vie. Ayant à peine 10 ans, il décida de commencer à gagner de l'argent, même si cela était difficile pour un si petit garçon dont l'âge pouvait constituer un obstacle. Pour atteindre cet objectif, il mentit sur son âge et se mit à solliciter un travail dans tous les restaurants et établissements de restauration qu'il rencontrait. Il passait des entretiens, espérant obtenir au moins un emploi, mais malheureusement, à chaque fois, il recevait un refus. Il n'était pas accepté, des exigences strictes, des objections liées à son jeune âge. Toutes ces raisons souvent devenaient des obstacles dans la réalisation de ses rêves. Et pourtant, il ne désespérait pas, poursuivant ses recherches, essayant encore et encore, car son véritable désir d'accomplir quelque chose dans la vie le poussait en avant. À cette époque, il s'était lancé dans diverses petites occupations temporaires qu'il n'aimait pas sincèrement et qu'il n'avait pas pu garder longtemps. Parmi ces emplois figurait le travail à la station-service, l'aide dans un magasin d'alimentation, des tâches dans un centre de bowling et même la livraison de journaux. Tout cela relevait plutôt d'une nécessité qu'il devait supporter, plutôt que du bonheur, car il rêvait de plus, de quelque chose qui pourrait changer son destin. Un jour, à l'âge de 12 ans, il fut même renvoyé d'un emploi dans une pharmacie appelée Walgreens. Cela fut découvert après vérification de ses documents, et il dut quitter un poste qu'il venait tout juste d'obtenir. Cet épisode lui enseigna une leçon très importante. Il comprit à quel point il était crucial d'aborder chaque tâche avec honnêteté, et que dans le futur, il devait faire plus d'efforts pour atteindre ses objectifs. Peu après, la chance finit par lui sourire. Il obtint l'opportunité de travailler dans un restaurant nommé Regus, situé à Knoxville, dans le Tennessee. C'est là qu'il ressentit pour la première fois que son emploi n'était pas qu'un simple travail d'appoint. C'était devenu son rêve et sa voie vers l'avenir. Dans cet établissement, il s'immergea dans toute l'essence du métier de restaurateur, s'efforçant constamment d'en apprendre le plus possible. Il observait attentivement le rythme de la cuisine, l'exigence en matière de standards de service et la fierté avec laquelle les gens se consacraient à leur travail. Chaque plat préparé, chaque visite de client bien servie devenait pour lui des leçons précieuses. Peu à peu, il comprenait que c'était ainsi, avec de la maîtrise et un souci sincère, qu'on pouvait atteindre le succès et gagner le respect. Mais au moment où il semblait que la situation s'était stabilisée, la famille Thomas, propriétaire de ce restaurant, fut obligée de déménager à nouveau. Cette fois, dans la ville de Fort Wayne, dans l'Indiana. À cette époque, alors qu'il avait déjà 14 ans, il avait réussi à développer un niveau de travail acharné et de persévérance vraiment remarquable. Son assiduité attira l'attention des propriétaires de plusieurs établissements dans cette nouvelle ville, et il fut rapidement embauché dans un restaurant populaire appelé Hog Ranch House. Là, il fit la connaissance d'un homme qui devait changer sa destinée à jamais. Phil Klaus, le propriétaire de l'établissement. Cet homme se distinguait par sa simplicité et sa diligence, tout en possédant une approche particulière du travail. Malgré son costume d'affaires strict, il pouvait lui-même laver les sols, faire la vaisselle et effectuer une grande variété de tâches ménagères sans plainte ni gros mots. Cet homme n'était pas seulement célèbre pour son labeur, il était aussi une personne gentille, humble et attentionnée, envers qui l'on manifesta immédiatement du respect et de l'affection. Dave remarqua en lui non seulement une grande capacité de travail, mais aussi une sincère bonté, ce qui suscite chez lui une profonde admiration. Inspiré par l'exemple de Phil, il s'est mis à travailler encore plus dur et à s'améliorer dans tous les domaines, de la gestion de la cuisine à la communication avec les clients. Très rapidement, à la fin de l'année scolaire, on lui a proposé d'augmenter ses heures de travail, d'améliorer son salaire et surtout de décrocher une place dans la cuisine qu'il désirait tant maîtriser.
À ce moment-là, dans la vie de Dave, est née une véritable sensation de fierté pour ses accomplissements. Il a enfin ressenti qu'il faisait quelque chose de significatif, que son travail était apprécié et reconnu. Un jour, alors que tout semblait s'arranger, renforcé par ses efforts, il a été alerté par une nouvelle inquiétante. Son père lui a annoncé que la famille devait encore déménager. Et cette fois, Dave a décidé. Il ne quitterait cette ville ni ce travail, quelles que soient les circonstances. Son Quote Zero, le restaurant où il travaillait et où il s'était développé comme professionnel, était devenu pour lui plus qu'un simple lieu de travail. Il était devenu sa famille, son foyer. Lorsque son père est parti, il a dû vivre seul, sans parents ni amis. Pendant de longs mois, il a travaillé 50 heures par semaine dans ce restaurant, planifiant soigneusement son emploi du temps pour étudier la nuit. Cette routine rigoureuse n'a pas été facile, mais il était convaincu que c'était dans ses efforts et cette persévérance qu'il trouverait son avenir. Tout son temps libre était consacré au travail et au développement personnel, et l'école devenait peu à peu étrangère et inutile pour lui. Tout ce qui était important et nécessaire, il l'apprenait en cuisine, dans le cadre des tâches quotidiennes et des exercices pratiques. Finalement, par sa propre décision, il a quitté l'école. Estimant que les connaissances dont il avait besoin, il les acquérait là où il travaillait et construisait sa vie. En 1950 ans, la guerre de Corée a éclaté dans le monde, et la situation s'est rapidement aggravée. Tout le monde suivait de près le conflit militaire. Pendant cette période troublée, afin d'éviter la conscription et de ne pas appartenir à la liste des appelés, il a décidé de s'engager volontairement dans l'armée plus tôt que prévu par la loi. Il avait déjà 18 ans lorsqu'il a soumis sa demande pour servir. Et, de façon étonnante, son initiative a été remarquée et il a été promu au grade de sergent-chef. Arrivé en Allemagne, dans la ville de Francfort, il a été impliqué dans de longues et intenses quarts de travail qui duraient souvent plusieurs heures sans interruption. Là, il a appris à préparer des repas pour des milliers de soldats, acquérant une expérience précieuse dans l'organisation de la nourriture pour de grandes troupes affamées et dans la gestion de la restauration de groupes nombreux en conditions extrêmes. Cette période lui a appris à quel point il est important de reconnaître et d'employer ses compétences dans des situations extrêmes. Après avoir terminé son service et bien de retour chez lui, à 21 ans, il est revenu dans le restaurant familial, où il a pris une position de direction, montrant ses qualités de leader et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Son expérience militaire lui a donné une compréhension approfondie de la manière d'organiser le travail et de gérer les personnes pour prendre en compte leurs besoins et leurs capacités. Par la suite, il poursuivit sa carrière, gravissant peu à peu les échelons jusqu'à devenir gestionnaire. Au fil des années, il épousa une jeune serveuse du même restaurant, Lorraine Buzerk, et ils entamèrent une vie commune. À ce moment-là, ils avaient déjà 2 enfants, une fille nommée Pam et un garçon nommé Kenny, et leur famille devint solide, renforcée par le temps et leurs rêves communs. Lorsque la famille s'agrandit avec un autre enfant et que la situation financière exigeait des revenus plus importants, Dave comprenait que son salaire hebdomadaire de 75 $ ne suffisait pas. À cette époque, son établissement préféré, appelé la maison de Hobby, ne réalisait pas suffisamment de bénéfices pour assurer la famille et couvrir les dépenses croissantes. Avec son ami Phil, ils expérimentaient avec le menu, introduisant de nouveaux plats comme le barbecue, dans l'espoir de trouver la combinaison parfaite qui augmenterait la popularité de leur établissement. Cependant, toutes leurs tentatives n'aboutissaient pas à des résultats significatifs, et le succès leur échappait. Un soir, alors qu'ils se trouvaient dans le hall d'un hôtel, le destin les mit en présence d'un homme capable de changer radicalement la situation. Là, Phil fit la connaissance de celui qui deviendrait une légende, le fondateur de la célèbre chaîne de restauration rapide Kentucky Fried Chicken, le charismatique et exceptionnel colonel Harlan Sanders. En 1955, lorsque Harlan Sanders avait déjà 75 ans, sa vie se remit à influencer l'avenir de l'industrie de la restauration. Il se mettait en voyage à travers villes et villages, proposant au restaurant sa fameuse poule à la recette qu'il avait élaborée. Pour chaque portion vendue, il touchait 500 de commission, et chaque nouveau client faisait davantage connaître son plat de créateur. Le secret de sa recette résidait dans le fait que le poulet, frit sous haute pression, était préparé selon une méthode unique
utilisant 11 herbes et épices différentes, créant ainsi une saveur inégalée, piquante et mémorable. Cette saveur était si particulière que les clients en redemandaient, y revenant sans cesse pour en savourer une nouvelle portion. Harland Sanders savait qu'il détenait une invention véritablement unique, et il décida de concrétiser son idée de franchise, diffuser cette recette à travers tout le territoire des États-Unis, afin de permettre à d'autres restaurants de proposer ses plats sous sa marque. Mais il était également conscient de la puissance et des risques de cette entreprise. Une franchise défectueuse ou une baisse de standard pourrait nuire à sa réputation et détruire la confiance envers la marque qu'il s'efforçait de bâtir. C'est pourquoi il cherchait des partenaires en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Jouissant d'une bonne réputation à Fort Wayne, il décida de contacter le responsable de la maison de Hobby, celui que le destin avait lié à lui, et lui proposa d'intégrer à leur menu le célèbre poulet selon la recette du colonel. Face aux difficultés à augmenter les ventes, Phil accepta la proposition. Il s'est écoulé 3 mois. C'est le temps qu'il lui a fallu pour maîtriser les techniques de préparation du colonel, s'approprier la recette secrète de la sauce, ainsi que perfectionner la fabrication de la célèbre sauce poubelle. Avec Dave, ils ont ajouté à leur menu une nouveauté, le Kentucky Fried Chicken. Et dès les premiers jours de sa mise en vente, les ventes ont connu une forte augmentation. Les clients ont immédiatement apprécié le goût et la qualité du nouveau poulet, et en soirée, il y avait une queue de personnes attendant leur portion. La salle du Hobby House se remplissait à ras-bord, au point que cela entravait parfois la circulation à l'intérieur, ce qui est devenu un problème. Mais c'est justement à ce moment que Dave a vu des opportunités que les autres ne remarquaient pas. Il a constaté que de plus en plus de gens voyageaient et préféraient commander à emporter pour manger en route ou en voyage. Inspiré par cette nouvelle tendance, il a pris une décision audacieuse, aménager un petit espace dédié uniquement aux commandes à emporter. C'était une innovation relativement risquée, mais qui leur a permis de servir les clients plus rapidement, en mettant l'accent sur la livraison et l'emballage soigné. C'était une solution simple, mais très efficace, qui a changé à jamais leur façon de gérer leur établissement. En quelques mois, sa nouvelle idée a commencé à rapporter beaucoup d'argent. Le dimanche, les revenus du restaurant atteignaient entre 3 et 4 000 $, ce qui était un succès notable à l'époque. À ce moment-là, à la fin de l'année 1950, la chaîne KFC commençait à se développer rapidement, et Phil Cluss et ses partenaires ont ouvert 4 nouvelles succursales du Hobby House, proposant notamment des plats du colonel. Cependant, ces restaurants ont rencontré de graves problèmes. Leur gestion inadéquate et le non-respect des standards ont conduit à de lourdes pertes et à la perte de leur rentabilité. La holding Colonel Sanders était très mécontente et a décidé de fermer les succursales en difficulté. La situation est devenue telle que Phil, endetté à hauteur de 250 000 $, s'est tourné vers son vieil ami Dave pour lui proposer une affaire très risquée, mais, selon lui, extrêmement prometteuse. Il lui a promis de lui céder 40% de la propriété du réseau s'il parvenait à sauver ses restaurants de la faillite, pour une somme symbolique, 65 $. À cette époque, Dave avait déjà 4 enfants et un emploi stable qui lui assurait un revenu régulier. Il pensait que tout abandonner et risquer sa stabilité pour sauver ses 4 restaurants était, disons, carrément insensé. Son intuition, soutenue par la logique, lui soufflait que ce n'était pas la meilleure décision et qu'il aurait mieux fait de laisser les choses telles qu'elles étaient. Mais au fond de lui, il sentait que c'était sa chance, l'opportunité de devenir enfin propriétaire de sa propre entreprise, et il a décidé de prendre le risque. En janvier 1962, avec seulement 40 $ en espèces, il quitta sa famille et partit pour Columbus, dans l'Ohio, afin d'essayer de sauver des restaurants en déclin et de leur redonner vie. Tout autour, et même le colonel Sanders, pensait qu'il avait fait une erreur, que c'était de la folie. À ce moment-là, peu nombreux étaient ceux qui réalisaient qu'il s'engageait dans l'un des contrats les plus lucratifs et importants de l'histoire de la restauration, qui lui apporterait par la suite de nombreuses années de succès et de reconnaissance. Lorsqu'il arriva à Columbus, Dave sentit immédiatement qu'il était temps d'agir et commença à mettre en œuvre ses plans. La première chose qu'il fit fut de licencier tous les gestionnaires de la chaîne locale de restaurants. Ensuite,
il décida de rebaptiser complètement l'établissement, désormais appelé Quote 1. Après cela, il procéda à une réduction radicale du menu, ne conservant que les plats les plus populaires, et instaura un ordre strict dans le processus de cuisson afin d'obtenir une qualité et un goût irréprochables. N'ayant pas de fonds alloués pour une publicité importante, il pensa à faire de la publicité à la radio, un média moins coûteux et plus facile pour atteindre le public. De plus, lors de ses expérimentations, il proposa d'installer sur chaque restaurant une plaque métallique tournante avec l'image d'un seau de poulet, pour attirer l'attention des passants et susciter leur intérêt pour l'établissement. Ces stratégies se révélèrent très efficaces, et en seulement 6 mois, les ventes augmentèrent considérablement. De plus, dans les années 1960, le réseau commença à racheter les parts des franchisés afin de s'étendre encore davantage. Finalement, en 2000, Dave vendit ses actions dans l'entreprise, empochant plus d'1,5 million de dollars. En seulement quelques années, il était passé de n'avoir que 40 $ en poche à devenir millionnaire. C'est une réussite remarquable, et pour beaucoup, un tel succès aurait été une excellente étape pour s'arrêter là. Mais pour Dave, son succès à Columbus n'était qu'un point de départ, sur lequel il envisageait de réaliser sa prochaine grande idée. À 35 ans, il avait déjà accompli ce dont rêvent beaucoup. Il était devenu son propre patron et un millionnaire, construisant sa propre fortune. Cependant, après avoir vendu les franchises Kentucky Fried Chicken, il ressentit une sensation inattendue de vide. Il s'ennuyait beaucoup. En remplissant ses fonctions, il comprit qu'il avait totalement perdu tout intérêt pour la gestion d'une entreprise de restauration, ce qui le mit très en colère. Craignant que sa nouvelle vie ne se transforme en une série d'échecs, il accepta un emploi dans une grande chaîne de restaurants de poissons appelée Quote 2. Pour ce poste, il percevait un salaire annuel de 12 000 $, ce qui semblait une rémunération correcte après tout ce qu'il avait traversé. Mais cela ne lui suffisait pas. Depuis de nombreuses années, il sauvait des établissements en difficulté, concluait des affaires risquées et, malgré tout, surmontait tous les obstacles. Et maintenant, il se contentait de gérer la franchise, qui l'intéressait peu, ce qui ne le ravissait pas du tout. La seule véritable joie qu'il trouvait était dans ses conversations avec son ami proche, Len Imi, propriétaire d'un centre de concessionnaire automobile Buick à Columbus. Ils discutaient souvent de différentes idées et rêves, et à ces moments-là, le visage de Dave s'illuminait d'anticipation. Il aimait particulièrement raconter son rêve de longue date, ouvrir son propre restaurant de burgers. Il imaginait qu'il préparerait des burgers frais, simples et de qualité, comme dans le bon vieux temps, quand il était jeune. Il les décrivait comme s'ils étaient faits avec tendresse et soin, pour rappeler l'atmosphère chaleureuse de cette époque. Len avait récemment acheté un bâtiment qui abritait autrefois un steakhouse, dont il utilisait une partie comme atelier pour préparer de nouveaux véhicules, Quote 4, à la vente, juste en face de son magasin. Le reste du bâtiment, il avait décidé de le louer pour générer des revenus supplémentaires. La partie libérée de cet espace était un salon cosy, complètement vide, attendant sa nouvelle vocation. À ce moment-là, Len proposa à Dave de le louer pour seulement 250 $ par mois. Pour Dave, cette offre représentait plutôt un cadeau du destin, et il tendit sans hésitation la main pour serrer fermement celle de son ami et concrétiser la transaction. Sur le chemin du retour, il commença déjà à réfléchir au nom de son futur établissement. Il voulait le rendre familial, très personnel et chaleureux, un lieu spécial où chacun se sentirait comme chez soi. Dans ses pensées, il se rappela sa fille de 8 ans, Melinda Lou, qui prononçait très difficilement son nom quand elle était petite, et qu'on appelait donc tous Unda. Il visualisait clairement ses boucles blondes, ses taches de rousseur sur les joues et son sourire gentil, et comprenait rapidement que cette petite fille devait devenir l'image de son restaurant familial. Après avoir joué un peu avec le nom, il le modifiqua et naquit Quote 5. Ainsi apparut Quote 6, un nom symbolisant la convivialité et l'honnêteté. Dave avait retenu la leçon apprise du colonel Sanders. L'apparence et la décoration comptaient énormément. À une époque où des géants comme __quote _7__,
misait sur un style épuré et moderne, Dave voulait que son restaurant rappelle une taverne américaine authentique d'avant la Seconde Guerre mondiale. Il décida d'instaurer une ambiance particulière dans l'intérieur, chaleureuse, accueillante, avec une touche d'originalité. Pour le sol, il opta pour un tapis moelleux plutôt que des carreaux traditionnels, afin de créer une sensation de confort. Les lampes Tiffany, qui diffusaient une lumière douce et chaleureuse, contribuèrent à atténuer la brillance des plafonds en luminaires fluorescents. Les chaises en bois courbé et les affiches vintage sur les murs donnaient au lieu un charme nostalgique, évoquant une vieille taverne américaine d'un autre temps, où les clients avaient l'impression de revenir dans l'atmosphère authentique d'autrefois. Ainsi, à partir d'un simple lieu de restauration, Dave a créé une atmosphère chaleureuse et d'un accueil à l'ancienne qui attirait les clients et leur faisait découvrir son idée d'une nourriture maison, vraiment savoureuse et honnête. En ce qui concerne la nourriture servie dans ce nouveau restaurant, l'attention principale portait sur la qualité et la fraîcheur des ingrédients utilisés, ainsi que sur la propreté absolue et la naturalité de la viande. En particulier, Dave insistait pour que chaque burger ne contienne que de la viande de bœuf naturelle et fraîche, sans aucun additif artificiel, conservateur ou produit semi-achevé congelé. Il ne recourait à aucun truc ou astuce, ne proposait pas aux clients des galettes surgelées ou des tours culinaires. Son principe était simple, des produits frais uniquement, préparés sur commande. Tous ces hamburgers étaient faits à la demande, et ce qui frappait particulièrement, c'était que les galettes avaient une forme carrée, spécialement avec des bords légèrement dépassants, afin que les clients puissent facilement voir à quel point elles étaient grosses et juteuses. Cette approche peu conventionnelle aidait à présenter une portion grosse et attrayante, tout en définissant un style particulier pour la marque. Contrairement à de nombreuses autres chaînes de restauration rapide, le menu de Dave restait extrêmement simple et épuré. Un seul type de burger classique était proposé, au prix de 45 $, un double burger, 95 $, et un triple, 135 $. À ces délices, il était possible d'ajouter des frites, des piments forts, la crème glacée Frosty très populaire et diverses boissons. Cette simplicité dans le menu était une décision consciente lors de la création de l'entreprise. Beaucoup de sceptiques et d'entrepreneurs sérieux pensaient que le marché de la restauration rapide était déjà saturé et que le prix proposé pour de bons burgers, 3 fois supérieur à celui de concurrents comme McDonald's, ferait fuir la clientèle potentielle. Cependant, Dave ne prenait pas ses décisions en se basant uniquement sur des recherches de marché limitées ou des opinions largement répandues. Il faisait confiance à son intuition et à son flair intérieur. Il était convaincu qu'il existait parmi les consommateurs des personnes prêtes à payer un peu plus pour profiter d'un produit de qualité et savoureux. C'est justement grâce à cette approche et à cette foi en son projet que, le 15 novembre 1969, à Columbus, dans l'État de l'Ohio, le premier restaurant de la chaîne Wendy's ouvrit ses portes. Ce qui était particulièrement surprenant, c'est qu'il ne l'attendait pas. Cette petite initiative a rapidement dépassé toutes ses propres attentes et rêves. Lorsqu'il a fondé Wendy's, l'objectif principal de Dave n'était pas de créer un empire de la restauration rapide à grande échelle. Il voulait simplement ouvrir un restaurant réussi qui pourrait permettre à sa famille de payer l'éducation des enfants et de nourrir sa famille. Ses rêves n'étaient pas grandioses. Il ne pensait pas à un réseau mondial ni à des millions de dollars de profit. Mais le jour de l'ouverture, il vit que ce qu'il avait créé suscitait un intérêt extraordinaire parmi les habitants locaux. Les gens faisaient la queue pour découvrir ce nouveau établissement, qui promettait une nourriture savoureuse et fraîche comparée aux chaînes établies. Rapidement, même les autorités locales et le maire de la ville se joignirent aux spectateurs pour voir de quoi s'agissait ce nouveau lieu et pourquoi il devenait si populaire. Au moment où la foule se massait devant la porte, Dave eut enfin le sentiment qu'il n'avait pas simplement créé un autre restaurant de restauration rapide, mais quelque chose de vraiment spécial et unique. Le succès de Wendy's était évident. Cette nouvelle chaîne rencontrait immédiatement un grand succès auprès de ceux qui appréciaient la fraîcheur, la qualité et une approche principe de l'alimentation. Les gens louaient particulièrement l'utilisation d'ingrédients frais et de haute qualité, préparés selon de vieilles traditions, sans recourir à des semi-fabriqués de mauvaise qualité ni à des conservateurs.
Cette attitude envers la nourriture forgea instantanément une réputation et une équipe de fervents admirateurs de la marque. 6 semaines après l'ouverture, le restaurant commença à générer des bénéfices stables, ce qui semblait impossible au départ pour une jeune entreprise. Un tel développement rapide et cette hausse des revenus donnèrent confiance à l'entreprise, et l'année suivante, Dave décida d'ouvrir un deuxième restaurant pour vérifier si le succès du premier n'était pas une simple coïncidence ou une exception. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter là, car c'était en expérimentant qu'il pouvait comprendre dans quelle mesure son idée pourrait réussir sur un autre marché. Comme auparavant, il décida d'innover, créer une fenêtre dédiée à la commande et à la livraison de nourriture, appelée drive-in, à côté du restaurant. Cette démarche, innovante pour l'époque, fut choisie à la suite de longs essais et expérimentations, et chaque mois qui passait, elle devenait de plus en plus populaire. Peu à peu, les clients s'habituèrent à ce système, qui devint une nouvelle norme. Les longues files de voitures, serpentant telles des créatures vivantes, s'étiraient dans les rues, et les ventes de l'entreprise commencèrent à doubler. Ce fut une véritable percée dans le secteur de la restauration rapide. À cette époque, même avant l'arrivée en Russie des chaînes McDonald's ou Burger King, le concept de drive-in était déjà instauré avec succès dans plusieurs restaurants américains tels que In-N-Out et Jack in the Box. Cependant, leur nombre était limité et ces établissements étaient principalement situés sur la côte ouest du pays. Après que Wendy's ait réussi à ouvrir 2 autres restaurants de ce type, la jeune chaîne décida de présenter sa conception à l'ensemble du pays. Il était connu que des concurrents comme McDonald's et Burger King existaient depuis plus de 20 ans, ce qui leur permettait de s'ancrer plus facilement sur le marché et de s'étendre. Ainsi, pour rattraper son retard et accélérer son expansion, en 1973, Dave commença à pratiquer le franchisage, la vente de licences pour ouvrir de nouveaux restaurants sous la marque Wendy's, ce qui lui permit d'accélérer la croissance géographique et d'attirer de nouveaux entrepreneurs pour le développement de la société. Au lieu de vendre ses produits séparément, il a imaginé une stratégie innovante et totalement hors du commun qui, à première vue, pouvait sembler insolite. Licencier des villes ou des régions entières. Cette idée s'est révélée véritablement unique, car elle a permis à l'entreprise non seulement de se développer, mais aussi de scaler rapidement son activité, en associant cette démarche risquée à l'introduction en bourse, qui a eu lieu en 1975. Cette étape audacieuse a offert à Wendy's une plateforme solide pour une croissance rapide ultérieure. À l'époque, en 1973, le réseau ne comptait que 4 restaurants, et il semblait que cette entreprise venait tout juste de naître. Cependant, en moins de 5 ans, en 1978, ce chiffre avait explosé jusqu'à 1000, témoignant clairement d'un développement fulgurant. Et un peu plus d'1 an et demi plus tard, soit vers le début de 1981, la société ouvrait encore une centaine de nouveaux établissements, faisant de Wendy's le réseau de restauration rapide à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Cette expansion rapide et cette explosion des revenus ont permis à Wendy's d'établir de nouveaux records. Pour la première fois dans l'histoire des chaînes de restauration rapide en pleine croissance, elle est devenue la première entreprise à réaliser plus d'1 milliard de dollars de ventes annuelles dès ses 10 premières années d'existence. Un résultat qui apparaissait véritablement impressionnant et confirmait la justesse de la stratégie choisie. La société était constamment à la recherche d'innovation pour maintenir sa compétitivité et attirer de nouveaux clients. En 1979, un bar à salade a été introduit, et en 1984, un nouveau produit, la pomme de terre au four, a vu le jour, constituant une étape importante dans la démarche destinée à attirer une audience de plus en plus soucieuse de sa santé. Wendy's a été la première parmi les chaînes de restauration rapide à prendre en compte les changements dans les préférences des consommateurs, qui recherchaient de plus en plus une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Le moment peut-être le plus marquant, qui a fait de la marque un souvenir inoubliable pour des millions de personnes, est lié au lancement de la célèbre campagne publicitaire ayant créé un engouement massif. Dans cette campagne est apparue cette phrase emblématique « Où est la viande ?», qui est devenue une sorte de symbole de la compétition entre les réseaux et a mis en avant la taille des steaks dans les burgers Wendy's par rapport à ceux proposés par les concurrents. Cette vidéo, devenue culte, un peu étrange et sarcastique,
est rapidement devenu un énorme succès, rencontrant une popularité incroyable. Un tel engouement pour la publicité de Wendy's ne s'attendait pas, et le résultat ne s'est pas fait attendre. En un an, leurs revenus ont augmenté d'environ 30%, ce qui a constitué une réussite majeure. À cette époque, Wendy's occupait déjà la 3e place parmi les entreprises internationales de hamburgers, derrière les géants Burger King et McDonald's. À l'âge de 75 ans, soit vers ses 52 ans, Dave avait atteint le sommet de sa prospérité matérielle. Après des décennies de travail acharné, de persévérance, de sacrifices et d'efforts constants, il décida de se décharger du fardeau des affaires quotidiennes et de se retirer de la direction de l'entreprise. En décembre 1982, Dave acheta une résidence de campagne impressionnante, une grande demeure en bord de lac à Fort Lauderdale, en Floride, où ses principales activités devinrent le golf, les promenades à bord de son propre yacht et la possibilité de rattraper le temps perdu avec ses proches, sa famille. Cependant, sa tranquillité et son repos ne durèrent pas longtemps. Malgré un fort essor de la société au début des années 1980, celle-ci fit rapidement face à de graves difficultés. Il fallut déployer de gros efforts pour maintenir le niveau atteint et continuer de progresser. Finalement, Wendy's ne pouvait plus se contenter d'être une simple enseigne familiale traditionnelle. Elle devint une société cotée en bourse, qui semblait de plus en plus axée sur ses actionnaires plutôt que sur ses clients fidèles. Et si des mesures immédiates n'étaient pas prises pour redresser la situation, tout ce que Dave avait construit avec tant de patience et de ténacité risquait de disparaître aussi vite qu'il était apparu. Après avoir quitté ses fonctions de dirigeant en 1982, les nouveaux dirigeants de l'entreprise n'avaient pas su la maintenir dans la bonne direction. La contrôle qualité commença à se détériorer en raison de la rapide expansion, tandis que le changement de la politique de branding et de franchise provoquait des bouleversements internes. Les tentatives infructueuses de lancer un service de petit déjeuner entraînèrent une baisse des ventes, la fermeture de certains établissements et une réflexion sur la réduction du rythme de croissance par le biais du franchisage. En décembre 1985, près de 20% des restaurants Wendy's frôlaient la faillite, risquant de perdre complètement leur position. Toutefois, l'un des éléments clés du succès de l'entreprise résidait dans l'unicité de son fondateur. Tous savaient que, parmi les dirigeants influents des grandes chaînes alimentaires, Dave Thomas était le seul à se tenir personnellement derrière la grille de cuisson, à retourner lui-même les steaks. Il respectait toujours des principes inébranlables, une qualité constante du produit, un service de haut niveau et la propreté de l'établissement. Ce trio constituait le fondement du succès, sur lequel lui-même et son équipe attachèrent une importance particulière. Afin de restaurer la gloire passée et la confiance des consommateurs, Dave invita son ami et l'un des franchisés Wendy's les plus prospères, Jim Nira, au poste de président de l'entreprise. Cette étape, en 1986, marqua une étape cruciale dans le retour de la marque à ses racines et sa renaissance sur un marché où la réputation et la qualité devaient à nouveau devenir les priorités absolues. Jim Neer a consacré toute sa vie à l'industrie de la restauration, passant du simple cuisinier débutant dans la chaîne White Castle à l'âge de 15 ans à propriétaire d'un vaste réseau comprenant 50 franchises. Avec le temps, il a maîtrisé la gestion de ses propres restaurants et, finalement, pris en main l'entreprise Wendy's, la guidant vers de nouveaux horizons. L'une de ses décisions prioritaires a été une refonte radicale du menu. Il a ajouté un sandwich au poulet blanc sans peau, élargi et amélioré la section des salades. Et, ce qui était particulièrement innovant, en 1980, il a créé ce qu'on appelait le menu à prix fixe. Une gamme de produits vendus à juste 99 cents, accessible aux clients chaque jour. Cette innovation a rencontré un tel succès que, dès la même année, les ventes de l'entreprise ont augmenté de 25%. La mise en place de ces offres tarifaires est devenue une véritable révolution dans le secteur de la restauration rapide et a été imitée par de nombreux concurrents, notamment de grandes chaînes comme McDonald's et Burger King. Ce menu à prix fixe est devenu une composante essentielle du marché moderne du fast-food, permettant d'attirer régulièrement la clientèle et d'améliorer la rentabilité des établissements populaires. Cependant,
la stratégie la plus brillante de Jim Neer a été de convaincre Dave Thomas de revenir dans l'entreprise en tant que visage des campagnes publicitaires de Wendy's. Alors que des concurrents tels que McDonald's et Burger King misent sur une publicité vive, orientée vers le divertissement et attirant les enfants, Wendy's s'est concentré sur ce qui comptait vraiment, la qualité de la nourriture. Dave Thomas a fièrement défendu ses célèbres burgers, n'utilisant jamais de produits surgelés et insistant sur leur fraîcheur et leur haute qualité. Son image sincère et candide d'un homme bon et honnête instillait un sentiment de confiance et de proximité, ce qui a trouvé un écho chez des millions de consommateurs à travers le pays. Cette stratégie publicitaire s'est révélée incroyablement efficace. En peu de temps, Dave est apparu dans plus de 800 spots publicitaires pour Wendy's, surpassant le nombre d'apparitions publicitaires de tout autre personnage dans l'histoire du marketing. En quelques années, Wendy's est ainsi passé d'une entreprise déficitaire, ayant perdu près de 5 millions de dollars en 1989, à une société rentable. En 1993, ses bénéfices nets atteignaient 78 millions de dollars. Parallèlement, elle a réussi à atteindre la satisfaction client au sommet de l'industrie, et Jim Neer et Dave Thomas ont orchestré l'une des transformations les plus impressionnantes dans l'histoire de la restauration rapide. Mais leur influence dépassait le seul secteur des affaires. Dave Thomas croyait profondément en la nécessité d'aider les autres et était sincèrement engagé dans des œuvres caritatives. Il déclarait « Dans ces dernières années, il a consacré sa vie à aider d'autres personnes dans des situations similaires et a fondé la fondation Dave Thomas pour l'adoption en 1992. Cette fondation se consacre à la recherche de familles permanentes pour les enfants en placement et dans les refuges, et l'aide à trouver des parents aimants. 16 ans plus tard, le 8 janvier 2002, Dave est décédé d'un cancer du foie à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui un héritage riche et des standards élevés en matière d'éthique et de responsabilité sociale. Après sa mort, le réseau Wendy's a continué de croître et de consolider ses positions à travers le monde. Aujourd'hui, cette entreprise reste la 3e plus grande chaîne de restauration rapide au monde, possédant plus de 7000 restaurants dans plus de 30 pays, avec un chiffre d'affaires systémique dépassant 14,5 milliards de dollars. Tout cela a commencé avec un enfant timide qu'on a adopté, dont le rêve a toujours été d'ouvrir un jour un café ou un restaurant à lui. Et ce rêve, malgré de nombreuses difficultés, est devenu réalité grâce à sa détermination et sa foi en ses capacités. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez trouvé cette histoire intéressante et captivante à écouter.